On aperçoit une épave, puis quelque chose, et soudain, cette chose apparaît à l'écran. Les seules surfaces dures que l'on distingue sont ces fines lignes qui forment les couloirs et les structures angulaires de l'objet. Pendant plus de 10 ans, un homme a refusé de révéler ce qu'il avait réellement vu sous la mer Baltique. Jusqu'à présent, à 90 mètres de profondeur, un objet massif de 60 mètres de long repose au bout d'une traînée de 300 mètres sur le fond marin. Les plongeurs qui s'en sont approchés affirment que leurs appareils photo se sont soudainement éteints. Les téléphones satellites ont cessé de fonctionner dès que des bateaux se sont trop approchés. Et lorsqu'ils ont enfin touché sa surface, ils ont décrit quelque chose qui semblait brûler, comme si la matière avait survécu à sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Avant de révéler ce que Dennis Osberg affirme avoir réellement trouvé sous la mer Baltique, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car certains mystères sont enfouis pour une raison. Pendant des années, on s'est moqué de cette anomalie de la mer Baltique, la prenant pour une simple formation rocheuse. Mais Dennis Osberg, son découvreur, est resté silencieux tandis que les témoignages étranges s'accumulaient à son sujet. Aujourd'hui, après plus d'une décennie, il brise enfin le silence. Et ce qu'il décrit est bien plus étrange que tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Ce que le sonar a révélé le 19 juin 2011. Dennis Osberg et Peter Lindbergh ne cherchaient moins pas des mystères cet été-là. Ils cherchaient du champagne. Les deux fondateurs d'OceanX ont passé leur carrière à plonger à la recherche de spiritueux anciens et de cargaisons oubliées à l'intérieur des épaves en bois, éparpillées sur le fond de la mer Baltique. La Baltique est une mer étrange. Faible salinité, absence de turrets xylophages et température proche de zéro en profondeur. Des navires coulés il y a 500 ans reposent au fond de l'eau, comme s'ils pouvaient encore naviguer aujourd'hui. C'est une véritable capsule temporelle liquide pour l'histoire maritime. Dennis avait l'habitude de trouver des objets anciens. Il n'était pas préparé à ce que le sonar a révélé ce matin du 19 juin 2011. L'image s'afficha lentement sur l'écran. L'équipage resta silencieux. Un disque massif, d'environ 60 mètres de diamètre, reposait sur le fond marin à 90 mètres de profondeur. Ce n'était pas sa taille qui les sidérait. L'architecture l'était. Des lignes droites là où il aurait dû y avoir des arêtes vives, des angles droits là où il n'aurait pas dû y en avoir, et une série de marches étagées menant à l'intérieur de la structure, comme un escalier. Derrière elle, s'étendant sur près de 300 mètres au fond de la mer, se trouvait une traînée plate, une piste d'atterrissage, une marque de dérapage, comme si cette masse énorme avait été traînée sur le fond de l'océan avant de s'immobiliser brutalement. Dennis décrit ce moment comme un changement complet de la réalité. Quand on passe sa vie sur l'eau, on apprend à connaître les formes organiques et complexes de la nature. Le corail pousse en fractal, les rochers s'adoucissent au fil des siècles, les récifs s'étendent, la nature ne construit pas d'angle droit, la nature n'aplanit pas un sentier de 300 mètres derrière un monolithe circulaire. L'objet était posé sur une base en forme de pilier, à environ 7 mètres du fond marin, ce qui lui donnait la silhouette d'un champignon ou d'une forteresse. Le dessus présentait des arêtes géométriques en relief et des marques de brûlures circulaires qui semblaient avoir été placées intentionnellement. L'équipage a fait plusieurs allers-retours avec le bateau au-dessus des mêmes coordonnées. Chaque passage révélait la même forme, les mêmes contours, la même symétrie impossible. L'échelle était celle d'un Boeing 747. Le matériau ressemblait à de la fonte ou du basalte, mais avec la finition d'un produit industriel. La piste à elle seule défiait les lois de la géologie. Quelle force sur Terre peut bien pousser une masse solide de 60 mètres de haut sur le fond marin et aplanir le terrain derrière elle? Je suis quelqu'un de curieux. J'ai toujours été fasciné par la découverte de choses que personne d'autre n'a découvertes. Ni les courants, ni les marées, ni les séismes dans une zone tectoniquement morte. Les sceptiques ont immédiatement évoqué l'hypothèse d'un bloc erratique, une roche déposée par un glacier en fonte à la fin de la dernière période glaciaire. Or, les glaciers ne laissent pas d'escalier. Ils ne creusent pas de cercle parfait avec des stries de carbone incrustées dans la surface. Enfin, ils ne laissent pas de traces de 300 mètres de long derrière leur cargaison lorsqu'ils fondent. Si cet ouvrage a été construit, il l'a été il y a plus de 1400 ans, à une époque où la mer Baltique était encore émergée. Cela précède l'apparition de toutes les civilisations connues capables d'une telle prouesse technique. S'il n'a pas été construit, l'explication la plus plausible repose sur une série de coïncidences si improbables qu'elles relèvent du conte de fées. Dennis a passé des années à défendre ce qu'il a vu, souvent contre des gens qui n'ont jamais consulté les fichiers sonar bruts.
Ils parlent de l'escalier avec respect, une série de marches étagées menant à un trou noir, une entrée. Lorsque les plongeurs sont finalement descendus, la visibilité était catastrophique. La mer Baltique est trouble, froide et impitoyable. À 90 mètres de profondeur, la lumière du soleil ne pénètre pas. Les lampes portatives éclairent à peine 3 mètres à travers la vase. Des plongeurs ont rapporté avoir perdu leur repère dès qu'ils s'approchaient. La pression des profondeurs leur comprimait le crâne, tandis que la structure apparaissait et disparaissait dans l'obscurité. Mais même dans l'obscurité, ils pouvaient en sentir la texture sous leurs gants. Non pas la surface poreuse d'un galet marin, mais quelque chose de brûlé, de travaillé et de modelé. Plus ils regardaient, plus c'était étrange. L'objet ne reposait pas simplement sur le fond marin. Elle y est intégrée comme si elle n'était pas tombée là par hasard, mais plutôt comme si elle y avait été construite ou comme si elle avait heurté le fond avec une telle violence qu'elle s'était fondue à la croûte. Le sonar a révélé la même géométrie rigide à chaque passage. Dennis explique que la partie supérieure présente ce qui ressemble à une plaque, un couvercle, une trappe. Ce qui l'a tenu éveillé pendant plus d'une décennie, ce n'était pas le quoi, mais le comment. Comment un objet de 60 mètres peut-il laisser une traînée horizontale derrière lui dans l'une des voies maritimes les plus fréquentées de la planète sans que personne ne s'en aperçoive pendant des siècles? Et pourquoi, dès qu'Ocean X est arrivé au-dessus, l'océan lui-même a-t-il semblé réagir? La zone morte, l'équipe s'est préparée à envoyer des plongeurs. Ils s'attendaient aux problèmes habituels. Le froid, la pression et la visibilité. Ils ont eu droit à autre chose. Dès que le bateau s'est positionné exactement au-dessus de l'objet, la technologie a commencé à dysfonctionner. Les téléphones satellites ont cessé de fonctionner dans un rayon de 200 mètres autour du site. Pas de signal faible, pas de recherche, tout simplement hors service. L'équipage a essayé différents combinés de marques différentes, sans succès. Déplacé le bateau de quelques centaines de mètres et les téléphones se sont remis à fonctionner. Ils l'ont testé délibérément. Naviguer jusqu'au port, le quitter, puis revenir. À chaque fois qu'ils franchissaient cette limite invisible, la technologie cessait de fonctionner. Il n'y avait ni zone de transition, ni fondue. La ligne était nette. Les téléphones n'étaient que le point de départ. Le sonar professionnel, le même équipement qui avait permis de localiser l'objet, a commencé à subir d'importantes interférences. Caméra abaissée vers la structure. L'eau était recouverte de neige et d'artefacts numériques, puis complètement noire. Même l'équipement spécialisé des plongeurs était touché. Les ordinateurs de plongée fixés au poignet se bloquaient. Les systèmes de communication sous-marine crépitaient. Dennis se souvient de la frustration d'être sur le point de faire une découverte capitale, alors que la mission s'enfonçait peu à peu dans l'oubli. Un équipement après l'autre. Le schéma était trop constant pour être une coïncidence. Quelque chose interférait activement. Soit l'objet possédait un mécanisme de défense, soit il émettait encore un champ localisé agissant comme un brouilleur. Tout dépendait donc de sa nature matérielle. Une simple pierre ne met pas les téléphones sur satellite hors service. Lorsque les plongeurs prélevaient de petits échantillons et les remontaient à la surface, l'analyse était confiée à plusieurs spécialistes, dont Volker Bruckert, professeur associé de géologie à l'université de Stockholm. Les critiques ont rapidement qualifié les roches de basalte, mais certains fragments contenaient des éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver. Les analyses en laboratoire ont révélé la présence de limonite et de goethite. Ce sont des oxydes de fer, mais leur mode de formation sur ces échantillons particuliers était inhabituel. Les chercheurs ont souligné que ces matériaux sont souvent associés à des métaux transformés, à des scories, sous-produits d'un chauffage intense. Des traces de manganèse et d'autres éléments suggèrent que le matériau a été exposé à des températures bien supérieures à celles qui se produisent naturellement au fond des océans. L'objet avait été tiré. Cela correspondait à la description faite en temps réel par les plongeurs. Une substance sombre, semblable à de la suie, recouvrait sa surface. En essayant de l'essuyer, ils se sont aperçus qu'il ne s'agissait pas de limon, mais de résidus de combustion, de traces de carbone, comme celles que l'on observe sur un bouclier thermique après la rentrée atmosphérique. L'équipe a ramené des échantillons dans des récipients scellés. Certains spécialistes qui les ont examinés ont refusé de publier leurs conclusions.
D'autres ont discrètement abandonné le projet. Dennis a vu la piste des données se refroidir à chaque fois qu'elle entrait en contact avec une institution reconnue. Si le matériau est métallique ou contient une forte concentration de minéraux conducteurs, cela explique une partie des interférences magnétiques. Cela n'explique cependant pas la zone morte. L'arrêt systématique des appareils électroniques suggère un phénomène plus complexe qu'une simple roche magnétique. Il s'agit probablement d'un signal. Dennis a confirmé à plusieurs reprises que l'équipe avait capté une impulsion de 5 Hz provenant de la zone. 5 Hz est une fréquence extrêmement basse, du type de celle utilisée par l'armée pour communiquer avec les sous-marins en eau profonde, car elle peut traverser presque tous les obstacles. Les signaux ELF nécessitent d'immenses réseaux d'antennes et une alimentation électrique dédiée. La marine américaine a mis en place un programme complet depuis le Wisconsin et le Michigan pour émettre sur ces fréquences. L'infrastructure était de la taille d'une petite ville. Ce qui repose au fond de la mer Baltique ne laisse aucune trace visible en surface. Pas de centrale électrique, pas de câbles apparents. Et pourtant, quelque chose émet. Pourquoi un rocher émettrait-il une impulsion basse fréquence contrôlée? Une théorie nazie qui ne tient pas la route. Les adeptes des théories du complot se sont délectés de la zone morte. Ils ont immédiatement pointé du doigt un dispositif anti-sous-marin nazi datant de la Seconde Guerre mondiale. La mer Baltique était un véritable foyer d'essais secrets nazis. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une station de brouillage radio de grande envergure, conçue pour brouiller les radars soviétiques et britanniques. Cela expliquerait sa forme circulaire et pourquoi des appareils électroniques y tombent encore en panne. Cette théorie présente toutefois un problème majeur. L'objet est énorme et semble bien plus ancien que les années 1940. La structure des sédiments qui l'entourent suggère qu'il est enfoui dans les fonds marins depuis des milliers d'années. Aucun gouvernement du XXe siècle n'a construit un tel édifice pour ensuite l'oublier. Cela soulève une question plus complexe. Si cet objet a 14,0 ans, comme le suggèrent certains sédiments environnants, nous sommes face à une ingénierie qui n'existait officiellement pas à cette époque. Un disque métallique de 60 mètres de diamètre émettant un signal de brouillage. Tout droit sorti d'un roman de science-fiction de guerre. Elle repose au fond de la mer Baltique, défiant notre temporalité. La frustration de Dennis était restée la même. Dès qu'on évoque les interférences électroniques et les signaux basse fréquence, la communauté scientifique se dérobe lentement. Elle aspire à la banalité, elle aspire à la prévisibilité. L'anomalie de la Baltique n'est ni l'un ni l'autre. C'est une contradiction physique, une structure massive et silencieuse qui continue de communiquer avec nos équipements dans un langage que personne n'a décodé. Dennis a passé des années à tenter de financer une seconde expédition, équipée d'électronique blindée et de ROV sous-marins capables de résister aux champs électromagnétiques émis par cet élément. Il était convaincu que les pannes électroniques n'étaient pas accidentelles, mais un avertissement. La cicatrice glaciaire face au trou usiné. Les géologues ont une explication toute trouvée. Un bloc erratique. Un énorme morceau de roche transporté par un glacier en mouvement et déposé lors de la fonte des glaces. Ils appellent en cela l'explication naturelle. Pour Dennis, c'est comme comparer une Ferrari à un tas de poussière rouge. Les blocs erratiques sont fréquents en Scandinavie. On les trouve éparpillés dans les forêts et les champs, bosselés et irrégulières, déposés là où la glace a reculé. Aucune ne mesure 60 mètres de large. Aucune n'est parfaitement circulaire. Aucune ne repose sur des piliers, et aucune ne laisse de traces de freinage de plusieurs centaines de mètres. Quand on étudie les images sonores haute résolution et les descriptions de première main des plongeurs, l'argument naturel commence à s'effriter. La nature est étonnante, mais elle ne construit pas d'escalier aux marches uniformes. Dennis a parlé ouvertement de l'escalier qu'il a vu, une série de niveaux étagés sculptés intentionnellement. Il y a ensuite les angles droits. Dans la nature, on peut trouver une cassure à 90 degrés dans un cristal. On ne trouve pas de structure circulaire de 60 mètres de diamètre, avec des couloirs intérieurs et des pièces aux formes géométriques nettes. Ce n'est pas une roche, c'est de l'architecture. Les plongeurs décrivent la surface comme ressemblant à du béton coulé. S'il s'agit d'une formation naturelle, pourquoi présente-t-elle la texture d'un matériau de construction artificielle? Certains échantillons contenaient de la roche volcanique, ce qui a ravivé l'enthousiasme des sceptiques qui y ont vu un volcan sous-marin. Il n'y a pas de volcan actif, ni même dormant, dans cette partie de la mer Baltique. L'activité volcanique la plus proche se situe à des milliers de kilomètres. Alors,
Comment un énorme dôme volcanique peut-il prendre la forme d'un cercle parfait, perqué sur un pilier et déposé dans une zone non volcanique? La suie y retourne sans cesse. Cette couche noire, semblable à du carbone, n'est pas une tache, c'est un revêtement. Lorsque l'équipe a tenté de la gratter, elle a constaté qu'elle avait fusionné avec le matériau sous-jacent sous l'effet d'une chaleur intense. Les glaciers ne brûlent pas et ne brûlent pas les objets. Si cet objet a subi des températures suffisamment élevées pour laisser une croûte carbonisée, cela s'est produit lors d'un impact à grande vitesse avec la surface de l'océan ou lors d'un processus industriel. C'est pourquoi la théorie de l'engin accidenté reste plausible. La piste de 300 mètres n'est pas un endroit plat, choisi au hasard. Il s'agit d'une entaille dans le sol qui mène directement à l'endroit où l'objet repose. Exactement ce à quoi on pourrait s'attendre si un disque lourd avait dérapé sur la boue et s'était immobilisé. La théorie du champignon mérite d'être mentionnée. Certains géologues ont suggéré que le pilier sous le disque est un pilier tectonique. La mer Baltique est l'une des régions tectoniquement les plus stables de la planète. Elle ne présente pas de pilier capable de supporter des disques de 60 mètres de diamètre. Ensuite, il y a les trous. Le sommet de l'anomalie est parsemé d'ouvertures circulaires, d'environ 25 cm de diamètre, qui s'enfoncent profondément dans la structure, des portails ou des évents. L'érosion naturelle ne creuse pas de cercle parfait au sommet d'un monolithe submergé. Le débat se résume à deux visions du monde. L'une affirme que si nous ne pouvons l'expliquer par les connaissances géologiques actuelles, c'est que nous n'avons pas encore suffisamment étudié la géologie. Dennis représente l'autre. Si cela ressemble à une machine, agit comme une machine et endommage vos appareils électroniques comme une machine. C'est peut-être une machine. Il a décrit avoir vu des couloirs à l'intérieur de la structure sur le sonar, des zones creuses qui suggèrent un intérieur. S'il y a un intérieur, la théorie glaciaire est caduque. Les blocs erratiques glaciaires n'ont pas de centre creux. C'est l'aspect mécanique qui fascine le public. L'escalier qui y mène, la trappe au sommet. Dennis a mentionné que lors des plongées, l'équipe a découvert ce qui ressemblait à une section effondrée du toit, révélant un vide obscur en dessous, une porte vers quelque chose d'ancien, gardée par 90 mètres d'eau noire et une zone morte d'interférence. Les sceptiques parlent de pareidolie, la tendance humaine à voir des formes là où il n'y en a pas. Le même instinct qui fait voir des visages dans les nuages. Le même instinct qui voit la Vierge Marie dans une tranche de pain grillé. Dennis souligne que lorsque les formes sont aussi précises, aussi grandes et aussi métalliques, il ne s'agit pas d'une illusion. C'est une découverte. Les explications naturelles exigent autant de foi que les plus extravagantes. Pour croire qu'il ne s'agit que d'un rocher, il faut croire qu'un glacier a sculpté un cercle parfait, construit un escalier, percé des conduits et creusé une trace de dérapage de 300 mètres derrière lui sans raison apparente. Il faut ignorer les oxydes métalliques. Il faut ignorer le brouillage électronique. Il faut ignorer l'impulsion de 5 Hz. Pour Dennis, la théorie des cicatrices glaciaires n'est qu'un prétexte commode pour dissimuler la vérité. Le cimetière de la Baltique, la mer Baltique, n'est pas que de l'eau. C'est l'un des plus grands sites archéologiques de la planète. La même chimie qui préserve les épaves de navires en bois pendant des siècles a également préservé des choses bien plus étranges. Dennis les cartographie depuis des années. À quelques kilomètres seulement de cette anomalie, d'autres structures ont laissé les chercheurs sans explication. Des monolithes de pierre, des dallages affaissés et le navire de guerre Mars, long de 53 mètres, retrouvé dans un état remarquable. Le Mars, quant à lui, est une donnée connue. Cette anomalie est totalement atypique, située dans une région du fond marin par ailleurs plate et uniforme, ce qui rend sa présence géométrique massive encore plus surprenante. Dennis a remarqué une régularité. Des zones mortes disséminées dans la mer Baltique, des zones où le sonar fonctionne étrangement, des zones où le magnétisme fluctue énormément. Certains experts attribuent dans ce phénomène aux 65 000 de munitions Unon, explosées et d'armes chimiques qui y ont été immergées après la Seconde Guerre mondiale. Dennis souligne que cette anomalie est antérieure aux guerres mondiales de plusieurs milliers d'années. La mer Baltique était autrefois un vaste lac d'eau douce, et d'avant cela, une vallée sèche, il y a 14 000 ans. L'endroit où se situe aujourd'hui l'anomalie n'était pas recouvert par 90 mètres d'eau. C'était un haut plateau dominant un paysage préhistorique. Cela change tout. Si cette anomalie était un monument ou un sanctuaire construit par une civilisation inconnue avant la montée des eaux à la fin de la dernière période glaciaire, l'escalier et l'entrée prendraient tout leur sens.
Nous savons déjà que les humains étaient bien plus avancés que nous ne le pensions. Göbekli Tepe, en Turquie, a bouleversé notre compréhension du néolithique. Dennis pense que l'anomalie de la mer Baltique pourrait être la version septentrionale de cette histoire. Une structure monumentale colossale, engloutie par la marée montante et préservée par le limon et le froid. La mer Baltique recèle aussi une histoire plus sombre. La mer sert de terrain d'expérimentation pour les technologies secrètes depuis plus d'un siècle. On se souvient des fusées V2 nazis lancées depuis Peenemünde, non loin de là. Des expériences de furtivité suédoises menées pendant la guerre froide, dont certaines n'ont toujours pas été entièrement déclassifiées, et des sous-marins russes disparus sans explication. Les sceptiques ont suggéré que cette anomalie pourrait être un élément perdu de la technologie soviétique ou allemande, un miroir acoustique géant utilisé pour détecter les avions, ou un prototype de sous-marin circulaire. L'âge des sédiments présents dans les échantillons de suie rend cela impossible. Ils sont là depuis bien plus longtemps que n'importe quel gouvernement du XXe siècle. Les calculs ne collent pas, même en les tordant. Et puis, il y a les éléments qui ne sont absolument pas détectables par sonar. Dennis a évoqué l'atmosphère du site, le poids psychologique de s'y trouver. L'équipage a rapporté un malaise qui n'était pas seulement physique. Des maux de tête sont apparus dès leur entrée dans la zone morte et ont cessé dès leur sortie. Des troubles du sommeil ont été constatés à bord du navire. Un membre d'équipage l'a décrit comme une sensation de basse pression à l'arrière du crâne. Les pêcheurs locaux évitent certaines zones de la mer Baltique depuis des générations, des endroits où les compas tournent à vide et où les filets s'accrochent à des parois invisibles. Leurs grands-pères les avaient mis en garde contre ces coordonnées. Aucun de ces avertissements n'a jamais fait l'objet d'une publication scientifique. Dennis n'est plus seulement un chasseur de trésors. Il est devenu le chroniqueur de ces anomalies. Il sait qu'à chaque fois qu'il y retourne, il remue le couteau dans la plaie de l'histoire. Une histoire que beaucoup préféreraient. C'est en suspens. La mer Baltique était un point de passage stratégique. Qui contrôlait ces eaux contrôlait le commerce du Nord. Pour une civilisation ancienne ou pour une entité venue d'ailleurs, il s'agirait d'une place forte stratégique. L'anomalie, avec ses angles droits et sa piste d'atterrissage, ressemble à un centre de commandement, un lieu de pouvoir finalement englouti par l'océan. Dennis perçoit la mer Baltique comme un coffre-fort. Le limon et le froid ont préservé cette anomalie des pillards et de l'érosion causée par le soleil et le vent. Ils l'ont aussi tenue à l'écart de la vérité. La mer Baltique regorge de secrets, mais cette anomalie est la seule qui semble vivre à sa manière, interférant avec nos équipements et refusant de se conformer à notre réalité. Pour Dennis Asberg, le poids de ce secret, l'anomalie de la mer Baltique, n'est pas qu'un simple point étrange sur une carte. Cela fait plus de 10 ans qu'il porte ce fardeau. Après des années de critiques, de manque de financement et de panne de matériel inexpliquées, il ne semble plus chercher à convaincre les sceptiques. Désormais, il tente simplement de révéler ce qu'il croit avoir découvert avant qu'il ne soit trop tard. À plusieurs reprises, Dennis a laissé entendre que certains détails choquants étaient trop perturbants pour être entièrement divulgués. Il évoque des images sonores qu'il refuse de décrire publiquement, ainsi que des conversations avec des chercheurs qui se sont soldées par des avertissements discrets, l'incitant à abandonner le projet. On ne parle plus de quelqu'un en quête de gloire ou d'argent, mais de quelqu'un de profondément bouleversé par ce qu'il a découvert. L'enquête a eu un lourd tribut personnel. L'équipe a puisé dans ses économies et a dû compter sur les dons du public pour poursuivre l'exploration du site. Plus ils approfondissaient leurs recherches, plus il devenait difficile d'accepter l'idée que cette anomalie soit simplement de la roche naturelle. D'étranges observations en provenance de la région continuaient de soulever des questions. La température de l'eau directement au-dessus de la structure a été enregistrée comme étant proche de 0, ce qui ne devrait normalement pas se produire dans un environnement aussi stable. Des plongeurs ont également récupéré des débris calcinés et des matières biologiques dans un endroit où ils ne devraient pas se trouver. Même la faune marine semble éviter la zone. Les pêcheurs qui fréquentent ces eaux depuis des décennies affirment que les poissons disparaissent au fur et à mesure qu'ils s'approchent de ces coordonnées. Dennis s'exprime également plus ouvertement sur ce qu'il considère comme une surveillance militaire discrète autour du site. Lors des expéditions, des navires de guerre apparaissent au loin et disparaissent une fois l'équipe partie. Des avions survolent la zone à une altitude anormalement basse. Il affirme même que leurs communications ont été interceptées sur des canaux qu'ils n'utilisaient pas publiquement. Aucun de ces incidents n'a jamais été officiellement confirmé,
et très peu d'entre eux ont été relayés par les médias grand public. Ce qui inquiète le plus Dennis, c'est la mystérieuse chambre intérieure située sous la partie effondrée de la structure. D'après lui, chaque fois que des plongeurs s'approchaient de l'ouverture, les problèmes s'aggravaient, le matériel dysfonctionnait de plus en plus gravement. Le froid devenait insupportable, la visibilité était quasi nulle. Pour Dennis, cette chambre cachée est ce qui distingue l'anomalie d'une formation géologique ordinaire. Sa plus grande frustration est simple. La technologie nécessaire pour explorer le site existe déjà, mais l'accès et le soutien font défaut. Les véhicules sous-marins modernes peuvent cartographier les glaciers, explorer les fosses océaniques profondes et scanner les épaves avec une précision incroyable. Pourtant, l'anomalie de la mer Baltique reste cachée derrière une mauvaise visibilité, des retards juridiques et une diminution des financements. Dennis affirme que les financements importants disparaissent souvent dès que le mot « anomalie » est mentionné. Il prend soin de ne pas la qualifier d'ovni ou d'arme secrète. Il estime plutôt qu'elle remet en question notre compréhension même de l'histoire. Selon lui, les fonds Spalins recèlent peut-être des objets et des structures qui contredisent les récits que l'humanité a acceptés depuis des générations. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont ignorés. Pour Dennis, l'anomalie de la mer Baltique est une vérité qui refuse de rester enfouie. Une structure massive à l'aspect métallique, reposant au fond de la mer, est possiblement liée à une civilisation passée. Reste inexplorée. Si Dennis a raison, la question la plus importante demeure sans réponse. Que recèle cette obscure chambre intérieure? Et si la vérité était enfin révélée, le monde serait-il seulement prêt à la voir? Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Les appareils photos tombent toujours en panne. Les téléphones s'éteignent. Un étrange signal de 5 Hz serait toujours émis à près de 90 mètres sous la surface. L'énorme structure en forme de disque, ainsi que la longue cicatrice creusée dans le fond marin derrière elle, restent inexpliquées. L'écoutille demeure scellée. La chambre reste obscure. Et selon Dennis Asperg, la mer Baltique est toujours à l'écoute.